Bien, bienvenue à toutes et tous pour cette première carte blanche. On est extrêmement heureux d'accueillir deux collectifs, organisations très inspirantes qui vont venir nous parler de leurs actions, également de l'actualité, alors qu'un mouvement de révolte populaire semble renaître dans le pays. On est très heureux d'accueillir l'association du Rond-Point, devant une foule en délire dans le stand de la Fondation National Mitterrand. Ouais, le rond-point, mémoire vivante des Gilets jaunes, un projet de site internet pour archiver toutes les traces de ce mouvement de révolte inédit depuis 50 ans en France et réfléchir collectivement aux suites. Et l'incroyable collectif organisation Changer de Cap. Wouh! Allez! Ouais! Venez! Changer de Cap qui s'est organisé depuis 2019 dans la foulée du mouvement Gilets jaunes pour relier et fédérer des tas de collectifs locaux d'habitants qui s'auto-organisent pour la justice sociale, la démocratie radicale, la transformation écologique partout dans les territoires et qui continuent leur activité depuis maintenant 6 ans. Et donc voilà, on va leur, pour commencer, on accueille. Vous parlez tous les deux. Tu vas parler aussi. Donc on accueille Milan du projet du Rond-Point et Benjamin de l'association Changer de Cap. Et donc dans un premier temps, ils vont pouvoir tout simplement présenter les activités de leurs associations. Et ensuite, on parlera plus de résonance avec l'actualité. Merci. Bonjour. Ok. Alors, moi, je vais parler, et puis du coup, ça va être l'occasion de dire à travers ce micro aux gens qui sont autour de ce truc ce pourquoi je suis là. Donc, du coup, moi, c'est Milan. Je suis gilet jaune, et c'est important pour moi de continuer à dire ça au présent et pas au passé. Parce que pour moi, c'est ce qui a structuré un petit peu ma politisation et où du coup, j'ai été gilet jaune d'abord un peu tout seul à Paris. Ensuite, j'ai été gilet jaune dans un groupe à côté de Genève, les gilets jaunes du Pays de Gex. Et ensuite, c'est très étrange de parler dans ce micro, je suis vraiment désolé. On encourage. Bref, et du coup, j'ai ensuite un peu roulé ma bosse dans le mouvement en tournant à droite à gauche et en allant notamment dans l'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes et en participant à la facilitation de ces événements. Donc, comment on arrive à faire parler tous ces gens ensemble. Et du coup, ça, c'est un peu mon parcours perso et qui a amené à moi, en tant qu'artiste, écrire un bouquin là-dessus, mais c'est pas la raison de ma présence aujourd'hui. Bref, donc ça c'est mon parcours, c'est là d'où je parle, et il y a 1 an et demi, il y a un copain gilet jaune qui vient vers nous et qui nous propose du coup cette initiative qui est le-rondpoint.org, et on se retrouve avec des gilets jaunes les 4 coins de la France. Et nous, notre but, c'est en fait faire vivre la mémoire des gilets jaunes. Et en gros, ça part vraiment de... en fait, quand on parle des gilets jaunes aujourd'hui, il y a un peu les... Comment dire, un peu les faux trucs des médias qui nous ont mis dans la gueule, qui fait que, pour moi, les jeunes un peu des nouveaux mouvements sociaux, des fois, en fait, regardent ce mouvement un peu de loin et nous parlent surtout d'extrême droite et de choses, en fait, qui sont assez loin de la réalité, alors que c'est un mouvement qui est divers et où il y a eu, comme disait Pierre, c'est quand même un sacré mouvement, quoi. Ça faisait 50 ans qu'on n'avait pas vu un truc aussi énorme, quoi. Voilà. Du coup, je vais reprendre mes notes. Et donc, nous, on s'est monté en association. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que l'endroit où nous sommes nous a filé de la thune pour qu'on puisse faire vivre cet asso. Parce qu'en fait, faire vivre une asso, ça demande de l'argent. Pour notamment payer des gens. Et du coup, nous, un peu, les deux trucs qui nous rassemblent, c'est de faire vivre la mémoire des Gilets jaunes et la rendre vivante. Et aussi de cartographier les suites du mouvement. Donc c'est en gros essayer de mettre en lumière le fait que le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas simplement un truc qui explose et qui dure quelques mois ou quelques années,
mais c'est aussi une sorte de reste dans le temps de militants, militantes qui continuent la lutte sous d'autres formes ou qui gardent le gilet jaune, comme dans certains endroits où il y a même des ronds-points qui sont encore tenus. Voilà. Et du coup, pour faire ça, nous, on s'est dit qu'on allait faire un site web. Et du coup, le site web, on l'a lancé il y a 2 semaines. Et on en reparlera, mais avec le contexte du 10 septembre, on s'est dit qu'en fait, il fallait qu'on le lance vite. Aussi pour justement que, comme dans les mouvements sociaux actuels, il y a cette envie de c'est quoi la mémoire de mouvement, qu'est-ce qu'on apprend des gilets jaunes, c'est quoi les erreurs qui ont été faites à ne pas refaire. Et du coup, nous, on s'est rendu compte que notre site, il pouvait aussi être un outil pour les mouvements sociaux, pour un peu comprendre ce que c'est le mouvement des gilets jaunes, au-delà un peu des clichés. Au-delà de trop cool, il y a un rond-point, un barbecue, des merguez, c'est les gilets jaunes, ou trop cool, on a fait flamber le Fouquet. En fait, c'est aussi d'autres choses, c'est aussi d'autres manières de s'organiser, et c'est aussi des erreurs sur lesquelles nous-mêmes, mouvement des gilets jaunes, on a déjà réfléchi, et on a déjà en fait débriefé des trucs. Et on a déjà fait des documents de 150 pages de débrief de nos mouvements. Donc en fait, si on peut donner ça accès aux gens, en fait, on peut peut-être gagner un petit peu de temps pour la prochaine fois où on va se mobiliser et se dire ok, on va peut-être pas refaire les mêmes erreurs. Et du coup, ça me permet de dire que dans notre foule en délire aujourd'hui, nous avons Thibaut qui est notre développeur. Et voilà, qui du coup, on a pu aussi, donc nous, c'était aussi un vrai choix que les gens qui travaillent sur le site web, donc notre développeur et notre graphiste, soient des gens qui soient payés et qui du coup fassent un travail professionnel et que du coup, comment dire, que la lutte ce soit pas toujours que faire bosser des gens gratos qui ont pas forcément les compétences et qui se démerdent à faire un truc qui est pas pro, mais de se donner les moyens en fait de en fait se doter d'outils qui sont fonctionnels, qui parlent aux gens, voilà quoi. Donc je pense que je vais pas parler beaucoup plus et je vais vous donner ça. Comme ça vous voyez. Donc je donne un tract qui est magnifique. Alors, ah ouais? Ah, pardon, il y a un truc qui n'est pas dit au micro, mais il y a un spectateur qui est aussi Pierre qui s'est reconnu dans un des dessins. Donc, ce que je vous donne, c'est le tract avec d'un côté nous qui expliquons un petit peu c'est quoi ce site. Et je vais du coup vous expliquer vite fait comment est structuré le site et aussi c'est quoi nos choix par rapport à ça. Et ce que vous voyez au verso, c'est du coup un grand dessin qui a été fait parce que nous, dès le début, il y avait cette volonté que dans ce truc de faire vivre la mémoire vivante des Gilets jaunes, il y a cette idée de culture commune et de activer un petit peu ces désirs-là qu'il y avait dans les Gilets jaunes et toute cette imagerie. Donc par exemple, on voit l'appel des Gilets jaunes de Commercy tout en bas. On voit en haut à droite poulet fermier rôti, comment en fait les flics pouvaient nous en foutre plein la gueule, mais le soir on pouvait quand même rire d'eux et reprendre un petit peu du pouvoir par la satire et par le fait de se foutre de leur gueule, parce que si jamais le mouvement des Gilets jaunes était un mouvement éminemment drôle. On voit à gauche la maison du peuple qui fait écho à tous ces lieux qui ont été occupés par le mouvement et qui faisaient vivre en fait au-delà des ronds-points des lieux où il y avait des gens en précarité qui pouvaient dormir et aussi des sortes d'antennes duquel on partait en action, quoi. Et en haut à gauche, on voit les péages gratuits qui étaient des actions un peu phares du mouvement pour rameuter un petit peu soit des sous, soit des gens. Donc, pour lâcher le crachoir et laisser le copain nous parler de de leur initiative, donc je voulais juste vous parler des 2 choses qu'on voit en bas à gauche. Il y a les traces et il y a et maintenant. Donc en gros, Trace, c'est une partie qui a été construite de manière collaborative et c'est pour ça que nous, on a recruté un développeur web qui bosse notamment avec des structures collaboratives pour les personnes qui sont un peu loin du numérique. Et du coup, le but, c'est que les Gilets jaunes puissent venir sur cette plateforme et déposer, elles et eux-mêmes, les traces du mouvement qu'ils ont gardées. Donc, pour l'instant, on peut trouver sur le site, on vient de le lancer, donc ça commence, mais il y a d'autres gilets jaunes, un peu comme les initiatives du collectif Plein le dos. Il y a des pins, il y a des tracts, il y a des comptes rendus de l'Assemblée des assemblées des gilets jaunes, il y a des banderoles. Bref, nous, notre but, c'est que les traces, c'est vraiment les trucs que gardent les gens et qui les touchent, quoi.
Et nous, notre but, c'est pas d'avoir 50 000 téraoctets d'archives, donc pas une archive quantitative, mais plutôt qualitative. Donc en gros, tu déposes un truc et tu nous expliques pourquoi tu déposes ce truc. Donc c'est en gros, tu décris pourquoi tu as mis ça, et en fait, on se rend compte que le site là, c'est plus des témoignages en fait de ce qu'était le mouvement, avec des visuels qui donnent un peu une idée, quoi. Ça, c'est la partie trace. Donc s'il y avait moult gilets jaunes dans cet auditoire, je vous aurais invité à aller là-dessus et à déposer des traces. Ou alors à refiler ce tract à vos copains gilets jaunes, quoi. Et pour finir, l'autre partie qu'on n'a pas encore énormément nourrie, c'est « Et maintenant ». Donc notre autre objectif, c'est de cartographier sur une carte de France les collectifs qui sont soit encore avec le gilet, soit qui ont enlevé le gilet et qui font d'autres choses aujourd'hui. Et pour du coup rendre visible et fédérer les initiatives qui sont issues du mouvement. Voilà, pour rendre visible le fait que y a plein de choses qui se passent au-delà de ça. Voilà. Et je vais laisser la parole à notre ami, et je vais pas écorcher le nom de son collectif, et du coup lui laisser la parole. Eh bien, merci. Donc, j'enchaîne et je vous remercie de nous accueillir un peu à la volée sur cette table ronde, mais on est très très heureux d'être là et de rencontrer nos camarades de le rond-point, parce qu'il y a beaucoup je pense, de parallèles, en tout cas de similitudes avec Changer de Cap, ou d'endroits où on peut se raccorder les uns les autres, quoi. Du coup, pour reprendre un peu la présentation précédente, je vais d'abord dire d'où je prends la parole. Moi, je suis Benjamin, j'ai rejoint Changer de Cap il y a 2 mois, début juillet, dans l'équipe salariée de Changer de Cap. Donc, je vais vous transmettre ce qu'on m'a transmis de l'histoire de Changer de Cap, en essayant d'être à peu près fidèle. Et moi, à titre personnel, pendant le mouvement des Gilets jaunes, je travaillais pour une association au Pays Basque, le Conseil de développement du Pays Basque, qui fait de la démocratie participative avec un peu toutes les forces de la société civile du territoire. Et localement, il faut dire qu'on est un peu passé à côté de ce grand mouvement national. Il y a eu quelques gilets jaunes par-ci par-là sur quelques ronds-points de la côte basque, mais très très peu. Et quelque part, l'analyse qu'on en avait eue, c'était qu'il y a énormément de structures au Pays basque qui se mobilisent, qui sont militantes, ça fourmille de partout, et que peut-être il y avait suffisamment d'espace, on va dire, d'expression et d'engagement pour faire que il y avait finalement assez peu d'écho de cette mobilisation un peu nouvelle forme qui était les gilets jaunes. Et en même temps, il y a aussi eu l'analyse que il y en avait quand même quelques-uns, et qu'il y avait quand même une partie de cette population-là, alors qu'on idéalisait comme étant des gens nécessairement engagés dans le mouvement militant, mais en fait, il y en avait qui n'étaient pas, et qui trouvaient pas non plus sur ce territoire-là des espaces d'expression, quoi. Et ça a amené, je crois, à faire changer la pratique de certaines des organisations locales. Alors, j'en reparlerai peut-être un petit peu tout à l'heure, mais il y a une orga qui s'appelle ALDA, qui travaille sur la question du logement. Je crois qu'eux ont saisi cet enjeu de se tourner vers des habitants qui n'avaient pas la parole, ou qui n'étaient pas entendus, qui n'étaient pas écoutés. On fait changer un peu leur pratique militante pour faire émerger de nouveaux sujets et pour rapprocher en fait des gens, des habitants au mouvement social, alors qu'ils en étaient pas forcément inclus, parce que le mouvement, en tout cas local, écolo et régionaliste, en fait ne touchait pas tout le monde. Et donc voilà, ça a amené à certains changements de pratique, et je pense que c'est un des impacts aussi du mouvement Gilets jaunes, y compris sur ce territoire-là où le mouvement Gilets jaunes n'a pas forcément été hyper actif. Du coup, Changer de Cap, c'est un collectif interassociatif qui s'est monté au moment des Gilets jaunes, où il y avait aussi d'autres types de mobilisations, les marches pour le climat par exemple. où en fait, du coup, les promoteurs de l'assaut ont senti qu'il y avait un paquet de gens qui ne trouvaient pas dans les institutions classiques les endroits où s'exprimer. Et par institution, c'est institution y compris associative, syndicale, etc., quoi. Et que donc il y avait une partie des gens qui ne trouvaient pas dans nos endroits militants les bons endroits où s'exprimer. Et donc du coup, ils ont eu envie de monter cet espace-là, de se mettre en lien avec ces collectifs de Gilets jaunes et d'autres collectifs aussi locaux d'habitants, citoyens, pour les relier, pour qu'ils apprennent les uns des autres et pour essayer de mettre en avant aussi des pistes d'action qui pourraient être des débouchés à des mobilisations à un moment donné d'expression de colère, de ras-le-bol, etc. En se disant il peut y avoir des débouchés aussi positifs, pas seulement de l'expression, pas seulement de la colère, mais de se dire comment on transforme cette colère en action, comment on s'empare nous-mêmes de nos propres sujets, de nos dénonciations en fait.
et comment on passe à l'action localement. Donc l'idée, c'était de donner à voir des expérimentations qui existaient ailleurs et que ça puisse être inspirant pour justement donner des débouchés à ce mouvement très particulier, très original, qui était le mouvement Gilets jaunes aussi, quoi. Et donc sur les premières années, notamment jusqu'au Covid, je crois, vu un peu l'historique de l'asso, il y a eu tout un travail de mise en réseau, de relations avec des collectifs locaux. Je crois que Changer de Cap est allé jusqu'à une soixantaine ou 70 correspondants locaux qui étaient en fait ces collectifs citoyens, pour que régulièrement ils se partagent les uns les autres leurs avancées, leurs projets, etc. Et donc voilà, l'asso on a repéré par ce travail-là de mise en lien avec un certain nombre de collectifs locaux ce qu'a pu produire le mouvement Gilets jaunes. Alors du coup, tu en as parlé un petit peu, mais c'est vrai qu'on a, en discutant avec les membres de Changer de Cap, on avait listé un peu les mêmes axes, quoi. Ce que j'ai retenu du coup, c'est que ça a été d'abord un grand moment de formation citoyenne, faite de manière autonome du coup, de formation politique au sens noble, pas de formation partisane, mais de formation politique, d'éducation populaire, avec une politisation de gens qui n'étaient pas forcément au départ, qui ont appris, qui se sont intéressés, qui ont appris à s'intéresser à des questions, y compris institutionnelles. On a beaucoup parlé du RIC à l'époque. Il y a des groupes de Gilets jaunes qui ont organisé des ateliers de lecture de la Constitution avec des juristes, donc pour s'approprier ces questions-là, qui sont des questions un peu flottantes parfois quand on n'est pas nécessairement militant ou politisé. Donc il y a eu pas mal d'initiatives comme ça. Ce qu'on en a tiré aussi comme grand regard sur l'évolution du mouvement, c'est que ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur l'invisibilisation du mouvement progressivement Gilets jaunes. C'est qu'on a un peu, nous, constaté qu'il y avait une dilution en fait, des membres des collectifs Gilets jaunes dans des organisations et dans des mouvements locaux qui étaient déjà présents sur le territoire. Et donc, bien souvent, les groupes Gilets jaunes sont arrivés en appui d'autres mobilisations locales sur plein de sujets, sur l'alimentation, sur l'accès aux services publics, etc. Et donc, sont venus renforcer des mobilisations locales, sans que la réciproque ait été forcément vraie, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements déjà installés localement qui, pour le coup, ont été plus réticents à venir soutenir les Gilets jaunes dans leur propre combat et dans leur propre mouvement. Ce qui, il y a quelques témoignages qu'on a recueillis de groupes de Gilets jaunes qui disent ça, c'est que on est venu en renfort d'autres mobilisations parce qu'on s'y retrouvait, mais en face, la réciproque n'a pas été forcément vraie. On s'est retrouvé un petit peu tout seul, Gilets jaunes, à porter nos propres combats sans que les petits camarades des autres orgas viennent en renfort, quoi. Et du coup, effectivement, il y a ce rapport un peu particulier au mouvement Gilets jaunes, de se dire ça a été un moment de politisation, ça a revigoré les initiatives et les mobilisations qui étaient déjà existantes, et en même temps avec un peu de distance, alors fabriquée par les institutions, par les médias aussi, sur l'image des Gilets jaunes, etc. Donc convergence locale. Après, il y a eu pas mal de groupes Gilets jaunes qui ont très vite fait des actions concrètes localement. Plein d'initiatives de jardins partagés, de collecte alimentaire, c'est allé jusqu'à très loin, des groupes qui se sont constitués en coopérative, qui ont racheté un moulin pour faire de l'hydroélectricité, et des projets qui sont installés vraiment dans la durée, qui ont pris des formes beaucoup plus classiques aussi, mais qui viennent de groupes Gilets jaunes initialement. Voilà, qu'on a essayé aussi de repérer et de suivre. Et puis il y a eu des débauchés politiques, c'est-à-dire qu'il y a des groupes de Gilets jaunes qui ont composé des listes électorales, qui ont gagné ou pas gagné, mais qui ont en tout cas essayé de jouer ce jeu-là, de se raccrocher au jeu politique classique, on va dire, ou en tout cas de développer des choses en lien avec les dynamiques politiques classiques. Je pense au Vrai Débat, par exemple, qui est une espèce de réponse au Grand Débat, qui était un peu l'exutoire pour faire un peu tomber tout ça, mais qui ont essayé de jouer un petit peu ce jeu-là, quoi, et de prolonger ce moment un peu de politisation par ce lien avec les organes politiques classiques, quoi. Voilà, donc beaucoup de diversité dans tous ces débouchés-là, parce que ça dépendait vraiment des contextes locaux et des parcours d'engagement des gens eux-mêmes. Et puis là où je te rejoins aussi, ce qu'on a beaucoup partagé à Changer de Cap aussi, c'est que ça a été un contexte très particulier où des personnes pas militantes au départ ont trouvé des espaces d'écoute, de respect de la parole, de fraternité aussi, de légitimation de leurs problématiques et de leurs paroles, etc. Et du coup, il y a une communauté, une convivialité qui s'est formée autour de ce moment-là particulier. Du coup, il y a une de mes collègues dans l'équipe salariée qui, pour le coup, je pense, pourrait se définir gilet jaune, y compris actuellement,
qui me disait ça, Gilets jaunes un jour, Gilets jaunes toujours, c'est une espèce de communauté un peu latente mais qui existe toujours, et avec aussi pas mal de productions pour raconter ce qui s'est passé, tous ces moments un peu de création d'un collectif, d'humanité, etc. Il y a des expos photos qui sont sortis, il y a des bouquins qui sont sortis pour raconter, mettre en images et en mots ce qui s'est passé humainement sur ces moments-là, quoi. Donc voilà, plein de débouchés très très divers, et effectivement un enjeu à les identifier, à les prolonger encore et à les valoriser parce qu'ils ont été souvent invisibilisés. Et juste avant de redonner la parole à Milan pour soit continuer la présentation ou écho ou parler de l'actualité, ça me faisait penser, il me semble que dans le collectif du Rond-Point, pour faire aussi écho à Changer de Cap, c'est aussi des gilets jaunes ou des personnes qui ont participé au mouvement qui sont de différents territoires. Tu as cité Paris-Île-de-France et le Pays de Gex. Mais peut-être, enfin, je sais pas si c'est ok, peut-être de mentionner les différents endroits parmi la communauté de base que vous avez, les cartographies, enfin, les différents groupes locaux qui s'inscrivent encore dans ça et qui peuvent alimenter bientôt la cartographie, peut-être donner aussi un peu les exemples. J'ai l'impression que ça peut faire écho aussi à ce que Benjamin disait. Ouais, du coup dans le rond-point on n'est pas 50 000, mais du coup il y a des gilets jaunes de Paris Sud, des gilets jaunes de la Maison du Peuple de Saint-Nazaire, une gilet jaune qui était à Montpellier à l'époque et qui maintenant est plus en Haute-Loire, et du coup Pays de Gex, quoi. Et enfin par rapport à cette constitution, je pense que il y a un peu les mots qu'on pose sur le mouvement, et il y a en fait le fait que moi je connaissais qu'une personne de ce collectif à la base, quoi. Et en fait il y a vraiment ce truc de communautaire, en fait, de se rassembler, d'avoir un vécu commun, et moi ces gens avec qui je m'organise maintenant dans le Rond-Point, en fait on n'a pas vécu le mouvement ensemble, mais on l'a vécu ensemble quand même, et on a une proximité de ce vécu commun là qui fait que, je sais pas comment dire. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je les aime fort et qu'en fait, on continue de faire vivre ça ensemble, qu'on ait été dans le même groupe ou pas. Et je pense que c'est quelque chose qui est aussi une des particularités du mouvement, c'est ce truc c'est un peu con à dire, c'est un peu un lieu commun, mais de famille et de sentir qu'on a les mêmes valeurs, même si en fait on n'est pas d'accord sur tout, quoi. Même si on s'habille pas pareil, et même si on n'a pas les mêmes lunettes de soleil et la même couleur de pull, quoi. Mais je sais pas, peut-être qu'on se lance sur... y a pas de micro là, bim bim bim, on fait une discussion Je sais pas sur quoi je réponds, mais j'ai repéré dans les groupes gilets jaunes que j'ai retrouvés dans les échanges avec Changer de Cap, il y avait Fort Calquier qui a bossé sur une expo photo, sur un livre, pour raconter justement ces moments particuliers de vécu, un peu intime aussi, et qui fondent cette communauté-là. Ils avaient bossé là-dessus, on a parlé d'un groupe à Montpellier justement, qui avait travaillé sur le répertoire des chansons, sur un récit aussi, sur écrire ce qui s'était passé. Donc je pense qu'effectivement, il y a pas mal de groupes localement qui ont essayé de garder trace. Alors je sais pas comment on peut du coup c'est votre initiative d'essayer de les recenser, de les centraliser entre guillemets. Mais je pense que ça a été un truc assez transversal et assez commun. Juste sur ces moments particuliers je crois que l'expo photo s'appelait, j'ai noté, Instant d'humanité. Et il me semble que sur la couverture du bouquin qui en est sorti, il y a, alors le bouquin c'est une page, sur la page de gauche une photo, sur la page de droite un texte qui commence la photo, et la page de couverture c'est des gilets jaunes en train de discuter avec un gendarme de manière tout à fait conviviale, et du coup dans les échanges entre Changer de Cap et ce groupe-là, il y a l'histoire du choix de cette couverture, et le groupe gilets jaunes qui portait ce projet-là, du coup a retrouvé le gendarme qui était sur la photo, savoir s'il était ok pour que la photo figure sur la page de couverture. Et il y a le témoignage de ce gendarme-là aussi, qui était plus que tout à fait d'accord, là, qui disait je suis dans l'espace public et c'est un moment en fait super, donc oui, allez-y sans aucun problème, quoi. Et donc ça a créé des moments très particuliers. Et effectivement, je pense
de très forte légitimation aussi des gens qui y ont participé, dans le sens où leur parole était entendue, écoutée, était partagée avec d'autres, et qu'ils étaient plus dans une espèce d'isolement, je pense, chacun dans leur problématique, et ils ont trouvé des endroits où ils pouvaient s'exprimer et porter les choses. Je pense que c'est ça qu'il y a aussi, c'est cette espèce ces endroits de convivialité, enfin d'accueil, d'écoute. Je pense que c'est ça qui a certainement pu aussi inscrire des engagements dans la durée aussi. Parce que ce que tu dis aussi sur... tu te présentes toujours comme gilet jaune. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont été gilets jaunes, qui aujourd'hui se définiraient peut-être plus forcément comme gilets jaunes, mais qui malgré tout sont restés engagés. Mais leur engagement a pris d'autres formes peut-être, j'imagine. Parce qu'ils sont rattachés à d'autres mouvements locaux, parce que ça a pris d'autres formes. Mais à mon avis, il y a un engagement qui est né de gilets jaunes et qui, même s'il se définit plus comme gilet jaune, c'est resté un engagement... politique qui est né à ce moment-là en particulier. Et du coup, ouais, j'ai l'impression qu'après parler de nos deux organes, on avait envie de parler un peu de, du coup, c'est quoi qu'on garde du mouvement. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ce sur quoi t'es parti aussi. Et enfin, j'ai l'impression que dans la continuité, en fait, pour moi, il y a souvent, on regarde souvent les initiatives collectives, mais pour moi, les Gilets jaunes, c'est vraiment ce truc de... Enfin, la politisation vitesse grand V, elle a fait des gens qui ont ce vécu commun et qui du coup vont jamais lâcher, quoi. Enfin, qui vont, comme tu le disais, en fait, des citoyens, citoyennes qui, parce qu'ils ont vécu ce moment des Gilets jaunes et qu'ils ont senti un petit peu la force qu'on pouvait avoir, en fait, vont spontanément soutenir d'autres luttes. Et en fait, c'est impossible de voir une manif aujourd'hui sans voir un gilet jaune, quoi. Il y a un truc de force, d'appui. Et même quand on voit, on en parlera après le 10 septembre, en fait les gilets jaunes sont là et les gilets jaunes continueront d'être là. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi qu'on garde au-delà des groupes, des orgas, c'est des gens qui en fait ont capté par leur expérience qu'en fait on va rien lâcher et qu'ils vont continuer de se mobiliser toute leur vie en fait. Et moi je me retrouve là-dedans genre je suis gilet jaune. Et en fait, c'est pas très clair comment je vais lutter maintenant, mais en fait, je sais que je vais continuer. Et ça, c'est parce que j'ai senti avec mon groupe, avec la force de frappe qu'on avait dans Paris, qu'en fait, on les faisait trembler. Et qu'à partir du moment où tu ressens ça dans toi, tu lâches plus, quoi. Voilà. Après, dans ce qui reste, on en parlait du coup avec avec ma collègue. Elle me faisait remarquer que c'est hyper intéressant de voir ce qui reste pour les gilets jaunes du mouvement gilets jaunes et des apprentissages et des enseignements. Mais c'est aussi intéressant pour elle de voir ce qui reste et les apprentissages du camp d'en face du mouvement gilets jaunes. Et du coup, on en parlait, on bascule un peu sur le 10 septembre, mais par rapport au nombre de forces de l'ordre mobilisées, par rapport aux stratégies aussi qui ont été déployées. Enfin, le mouvement Gilets jaunes a été aussi hyper instructif pour le camp d'en face, pour apprendre à gérer d'autres types de mobilisation qui sont un peu de cette nature-là. Et effectivement, ça traduit aussi ça traduit un espèce d'état de fébrilité et de panique par rapport à ce type de mouvement-là, que je pense qu'ils ont très très fortement senti au moment des Gilets jaunes. Et par contre, il faut aussi nous qu'on apprenne de comment ils ont réagi par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Parce que je sais pas, les cahiers de doléances, le grand débat, toutes ces initiatives d'esbrouf complètes pour dégonfler ces mouvements-là, les refaire rentrer dans un espèce de cadre maîtrisé, etc. Et puis finalement les oublier. Parce que les doléances, il n'y avait pas des collectifs qui, depuis l'ouverture des cahiers de doléances, n'avaient pas continué jusqu'à cette année à militer pour que les cahiers soient accessibles, soient diffusables, soient exploitables, etc., seraient tombés complètement dans les oubliettes, alors qu'il y a énormément, je pense, de contenu qui est hyper instructif, qui est à réactualiser, mais qui est hyper instructif. Et nous, du coup, le projet qu'on a avec les doléances et les localos d'états généraux communaux, c'est ça, c'est se réapproprier ce contenu-là, le réactualiser et en faire ce que ça aurait dû être à ce moment-là, c'est-à-dire un support d'expression collective, de proposition, etc., quoi. Et donc, faut aussi, nous, qu'on apprenne de comment le mouvement Gilets jaunes a été aussi décrédibilisé, dégonflé, etc., quoi. Parce que ça a servi aussi de laboratoire pour des prochaines mobilisations qui seraient un peu de ce type, et je pense en particulier le 10 septembre.
Eh bien, oui, puisqu'on parle du 10 septembre, je ne sais pas si vous voulez en rajouter un petit peu plus sur si Milan a un truc en particulier à dire par rapport à ça, comment est-ce que ça peut s'articuler avec la dynamique du rond-point, enfin, je sais pas, ou quelle analyse faire de cette première journée de mobilisation, de ces perspectives. Et d'en dire un petit peu plus peut-être du côté de changer de cap sur la perspective des états généraux communaux. Peut-être que ça peut être un petit peu une piste. Après, on pourra creuser différentes questions et je vous laisse un petit peu... Alors, nous, du coup, c'est tout frais, donc c'est compliqué de commenter un truc qui vient tout juste de se passer, quoi. Nous, ce qu'on s'est dit, là, on y réfléchissait un petit peu ensemble, c'est que il y avait des similitudes, mais aussi des différences avec le mouvement Gilets jaunes de l'époque, notamment le positionnement des partis politiques et des syndicats, qui ont été moins réticents à soutenir, s'exprimer, etc. Et on pense que c'est un peu changer la nature de ce qu'aurait pu être le 10 septembre. Et l'éloigner un peu de ce qu'a été pour le coup le mouvement Gilets jaunes. Enfin, on avait l'impression, c'est très empirique, hein, c'est pas du tout. On avait l'impression que c'était un public qui était plus jeune, qui était plus politisé, qui était plus urbain peut-être que les Gilets jaunes. Et peut-être, on se dit que ça peut venir aussi de cette posture des syndicats et des partis, qui aurait pu être poussoir pour des gens qui, s'il n'y avait pas eu ce soutien des partis et ce soutien des syndicats, seraient venus dans le mouvement et n'y sont peut-être pas venus parce que c'est devenu une espèce de... Il y a une forme de début de récupération, etc. quoi. Après, nous, on a tendance à le placer aussi dans une séquence, le 10 septembre. Il y a la mobilisation syndicale le 18, il y a aussi une journée de mobilisation des associations le 11 octobre. Tout ça dans un contexte politique qui est hyper bordélique. Alors là, le bordel, il est chez eux aussi, quoi. Et donc du coup, nous, on voit ça comme une séquence, quoi. On se dit, là où il y a des similitudes avec le moment Gilets jaunes, c'est que c'est une séquence où on sent qu'il y a un besoin de remettre en question un paquet de trucs, quoi, une trajectoire collective d'ensemble, quoi. Pas que telle ou telle mesure, pas que... je pense que c'est aussi pour ça que ça s'est cristallisé sur le projet de budget, parce que le budget, c'est aussi la traduction d'une politique d'ensemble, et c'est celle-là qui fonctionne pas, quoi. Et donc il y a un truc qui est de cet ordre-là pour nous. Après, sur le 10 septembre lui-même, c'est vrai que c'est compliqué à commenter, quoi. La seule question qu'on se pose vraiment, c'est qu'est-ce que ça produit, ce rapport particulier des syndicats et des partis par rapport à un mouvement social citoyen. Est-ce que ça le dénature pas? Est-ce que c'est un gain? Qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd à avoir un mouvement qui est soutenu ou pas par les syndicats et les partis? Je pense qu'on y perd des gens, on y perd des formes d'expression. Peut-être on gagne en efficacité d'action, en organisation, etc. Mais on perd un peu ce qui pouvait faire la nature et la qualité aussi du mouvement Gilets jaunes. D'être en dehors de toutes ces structures-là, de toutes ces organisations-là, et du coup, avec toute la liberté aussi que ça permettait. Ok. Donc... nous au Rond-Point, en fait, si on a lancé le site il y a 2 semaines, c'est justement parce qu'il y avait le 10 septembre, où en gros, nous, ça fait plusieurs mois qu'on essaie de le lancer petit à petit parce que c'est un site web collaboratif, donc il y a 150 000 bugs à gérer. Big up à Théo qui gère tous les bugs. Bref, et donc on avait envie de le lancer petit à petit dans une idée de quand il sera prêt, on fera une diffusion publique, etc. Et du coup, quand on a vu que le 10 septembre arrivait, on s'est dit qu'en fait il y avait un vrai intérêt qu'en fait ça pouvait être un moment où c'était pertinent de le lancer parce que en fait il y a des choses sur le mouvement et comme je disais tout à l'heure, ça pouvait permettre à toutes ces personnes qui cherchaient un petit peu parce qu'il y en a eu beaucoup en fait des personnes dans les groupes Telegram du 10 septembre qui essayaient de faire le point, d'organiser des discussions sur quoi retenir du mouvement des Gilets jaunes. Donc en gros on a un peu accéléré ce lancement public, voilà. Donc c'est un peu ça, nous, notre positionnement en tant qu'association et collectif sur le site en lien avec le Rond-Point. Oui, c'est ça, en lien avec le 10 septembre, pardon. Et du coup, à côté du collectif, en fait, nous, ce qu'on a vu, c'est que dans notre collectif, en fait, la grande majorité des personnes qui, du coup, étaient et sont toujours Gilets jaunes, ont mis une énergie de dingue à préparer ce 10 septembre.
avec vraiment des airs de nostalgie, c'est reparti pour un tour, on y retourne comme en 40, et on va les plier en 4, et c'est impressionnant, ça ressemble au mouvement des Gilets jaunes. Bref, avec énormément de désir. Donc moi, dans un premier temps, je trouve que le retour du désir et de tout ce qu'on a traversé, du coup, avant le mouvement du 10 septembre, en fait, c'est beau à voir de comment on convoque... en fait, le fait d'arrêter de baisser la tête et d'y croire, et de croire qu'en fait on peut avoir des victoires, quoi. Voilà. Après, il y a le 10 septembre. et du coup, moi, je veux pas, pareil que le copain, je veux pas faire une analyse à chaud du mouvement. Un gilet jaune fait une analyse à chaud, et puis on met ça sur YouTube, et puis on en fait 50 millions de vues. Mais en fait, face à ça, moi, du coup, personnellement, je n'étais pas vraiment là dans le 10 septembre, mais parce que je l'ai pas senti à Paris d'aller me faire défoncer la gueule une énième fois par les flics. Mais du coup, moi, ça me pose plutôt des questions, et du coup, de comment on fait émerger un mouvement de base, en fait. De comment les gilets jaunes, ça émerge de nulle part, et ça devient un truc de dingue qui fait des échos encore maintenant, et dont on en écrit des livres, et dont on fait des documentaires, et dont on a notre sorte de palpitant militant qui s'agite là, et on est là en mode « Ouh, incroyable, du jaune !» Et en fait, comment des fois ça prend différemment, ou ça prend pas, ou ça prend le temps de prendre. Et pour moi, il est toujours question de comment nous, en tant qu'individus qui se bougeons, on se grille pas la gueule dans des initiatives qui nous font plus nous fatiguer, quoi. Même si là je vous parle d'un endroit très pessimiste, mais bon voilà, c'est la vie. Et du coup pour moi en fait c'est là où je parle depuis le mouvement des Gilets jaunes, de en fait comment au-delà du fait qu'on se chauffe sur du rien, en fait comment on reste ouvert à l'autre. Et du coup pour moi c'est ça qui fait le lien avec le premier truc que j'ai dit, de le mouvement de base, il nécessite d'aller vers les autres. Et du coup comment, encore une fois, une nouvelle question. Comment on avance et en même temps on regarde nos communautés militantes de gauche qui sont quand même assez homogènes, et notamment qui sont assez souvent d'accord sur des trucs, ou pas d'accord mais sur des petits détails, et on aime bien être pas d'accord sur des petits détails. Mais en fait, comment on sort de cette nasse, en fait, de cette nasse où nos communautés, elles sont petites, elles sont fragiles, et où en fait on a énormément de mal à être dans la contradiction, et où du coup on a énormément de mal à militer et à se mobiliser avec des gens qui sont pas d'accord avec nous sur des questions d'étiquette, sur des questions féministes par exemple, sur des questions en fait qui sont des questions essentielles et sur lesquelles il faut qu'on avance, mais où sinon on avance en tant que personnes qui font sécession au sein de la société. En fait on capte pas que les autres ils avancent sur d'autres choses, et qu'on fera jamais un mouvement de base si on est incapable d'entrer en discussion, quoi. Voilà. Donc là, je suis peut-être un peu vénère contre nos communautés et nos mouvements, mais j'ai l'impression que c'est en fait comment on entre en lien, quoi. Et si on est incapable de rentrer en lien et qu'on fait des mouvements où 4 petits autos vont bloquer le périph' et se font défoncer la gueule et se retrouvent en tôle pour 4 mois, en fait la communauté elle va être de plus en plus affaiblie et de plus en plus en train de se protéger et en train de s'essouffler, quoi. Voilà le petit apprentissage de tout ça. Et si vous voulez des infos sur le 10 septembre, allez parler à des gens qui étaient là, mais nous on n'y était pas, quoi. Je rebondis parce que du coup le Changer de Cap a sorti un communiqué là le 9 par rapport ouais, je fais très vite, mais effectivement il y a cette idée d'enjeu par rapport au 10 septembre et de toute la séquence, de réussir à décloisonner en fait. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, où le mouvement Gilets jaunes progressivement a été remorcelé par un monde militant préexistant qui est lui-même morcelé avec ses chapelles, etc. Et en fait, je pense que pour nous, l'enjeu, c'est, pour le 10 septembre, c'est de ne pas reproduire ça, c'est de se dire qu'il faut que le reste du mouvement social classique, entre guillemets, s'agrège à cette mobilisation qui est plus spontanée, plus libre, etc., mais viennent l'aider, viennent la renforcer, sans vouloir la récupérer, se raviver elle-même en captant les énergies, quoi. C'est un peu ça l'idée. C'est dit de manière un peu floue, mais c'est un peu ça l'enjeu. Et effectivement, ça questionne aussi les pratiques qu'on a dans nos cercles militants. Je parlais d'Alda tout à l'heure, cet organe du PIUAS.
elle a pensé sa mobilisation à partir de la parole de gens qui n'étaient pas politisés, qui étaient dans des quartiers prioritaires, à qui on ne donnait pas la parole. Ils ont ouvert des permanences, ils ont écouté. Et c'est à partir de l'ensemble des problématiques concrètes des gens qu'ils ont monté et qui les ont amenés à porter eux-mêmes d'ailleurs. C'est même pas qu'ils ont monté eux un mouvement par rapport à leurs problématiques, c'est qu'ils les ont amenés à se saisir eux-mêmes de leurs problématiques et à les défendre collectivement. Et ça amène à des mouvements qui dépassent complètement leur échelle territoriale et leur échelle personnelle, parce qu'ils militent maintenant sur le plafonnement des loyers aux Pays-Bas, sur la réglementation sur les meublés de tourisme qui s'applique à la côte basque, mais à tous les territoires sous pression, littoraux, surattractifs, touristiquement, etc. Donc leur mobilisation dépasse complètement ces petits enjeux qui ont l'air isolés et fragmentés. Donc c'est cette pratique-là d'aller vers ces habitants-là, et de partir de leurs problématiques et de leur permettre de les porter eux-mêmes, qui a fonctionné, quoi. Et qui a raccroché des gens qui n'étaient pas politisés au mouvement social. Je pense que c'est vers ça qu'il faut essayer d'aller, quoi. Et après, non, juste sur les projets changer de cap, non, du coup, on est hyper frustrés de ne pas avoir sorti notre site internet d'identification du coup des actions locales, concrètes, etc. Parce que c'est un projet aussi qu'on a dans les cartons d'identifier, de référencer des pistes d'action locales qui peuvent être inspirantes pour des gens qui veulent passer à l'action, quoi. Au-delà d'une mobilisation à un moment donné, d'une expression, se dire comment on s'en empare, comment on passe à l'action. Et voilà, donc super que votre site sorte maintenant, et le nôtre va sortir dans pas très longtemps, mais c'est un peu le même esprit, quoi. Et juste les états généraux communaux, l'idée c'est de donner aussi des outils pour que des gens prolongent leur envie de débat et se lancent dans l'organisation d'assemblées citoyennes communales à l'échelle de leur commune pour débattre de leurs problématiques, formuler des propositions de solutions et les amener soit dans le champ politique à l'occasion des élections, soit s'en emparent en faisant de l'action concrète par eux-mêmes, quoi. Donc voilà, on va essayer de lancer cette dynamique-là à l'automne et d'outiller des collectifs locaux pour qu'ils puissent se lancer et monter des assemblées citoyennes à leur niveau un peu partout. Notre adresse, c'est le-rondpoint.org. Bonne soirée. Et je n'ai pas en tête les sites internet, mais je trouverai changer de cap sur les internets facilement. Et on a un prochain événement, c'est un webinaire, les webinaires collectifs citoyens. Donc un espace où on échange autour d'un paquet de thématiques. Et la prochaine, c'est à la fin du mois. Et c'est avec Fréquence Commune, etc. Donc ça va être autour des municipales et autour d'un engagement en vue des municipales. Ok, merci beaucoup au Rond-Point, et à Milan du Rond-Point et à Benjamin de Changer de Cap pour vos présentations. Et donc on vous invite à suivre les actualités, participer aux prochains événements. Et merci beaucoup d'être venus sur le stand de la Fondation Daniel Mitterrand pour cette première carte blanche. Merci beaucoup.